Mais Ellie, cours pas, l'avion décolle dans 30 minutes, on a encore le temps de s'enregistrer. Dans quoi? Le guichet est fermé? Mais l'avion est toujours sur le tarmac, je peux me le voir d'ici. Mais en gare, on peut monter en train jusqu'à 2 minutes avant le départ, non? Oh non, t'as raison, on va devoir courir. Saito, laisse tomber. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Les courses effrénées à travers l'aéroport comme au cinéma pour monter dans l'avion in extremis, t'oublies. Dans la vraie vie, c'est pas possible pour des questions d'organisation et surtout de carburant. Le kérosène, donc, ça coûte cher. Le plein doit être calculé parfaitement selon le poids final de l'avion. En gros, 1h30 avant, on fait une première estimation. Le type d'appareil, le nombre de passagers, leur bagage, le trajet, tout ça compte. Et on fait le calcul précis 30 minutes après pour savoir exactement quelle quantité mettre. C'est pour ça que des compagnies comme Air France précisent l'horaire de fin des enregistrements. Ça varie selon les destinations. Par exemple, depuis des zones hors Europe, c'est 60 minutes, alors qu'au sein de l'Europe, c'est 40 ou 30 minutes. L'embarquement, lui, se termine 15-20 minutes avant le décollage. Bon, j'imagine qu'on va devoir attendre le prochain. Cela dit, ça nous laisse le temps de raconter aux viewers quelques petits secrets que les compagnies d'aviation ne veulent pas révéler, histoire qu'ils se fassent pas avoir comme nous. Par exemple... Combien coûte vraiment un billet ? Mettons que tu prennes un aller simple chez Air France Paris-New York. Qu'est-ce que tu payes dans tes 740 € en moyenne? On a parlé du carburant, ça représente un coût important, 213 €. Ensuite, il y a toutes les taxes que la compagnie paye, comme le tarif de solidarité, aussi appelé la taxe Chirac. Alors, elle a été revue à la hausse cette année, elle est passée à 40 € pour les classes éco sur des destinations lointaines, et cet argent ne va pas être réinjecté dans le domaine de l'aviation, mais sert à financer l'Organisation internationale pour l'accès aux médicaments et aux traitements contre le sida ou la tuberculose par exemple. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres taxes comprises qui servent effectivement à financer l'aviation civile. Puis t'as des redevances, c'est ce que la compagnie paye à l'aéroport. Le stationnement par exemple, qui dépend du poids de l'avion et de la durée, et c'est forcément plus cher à Paris-Charles de Gaulle que dans un plus petit aéroport. Ça englobe aussi les services comme l'accueil des passagers, le contrôle aérien, les équipements au sol, etc. Taxes et redevances, c'est la deuxième plus grosse partie du prix de ton billet, notamment si tu fais un trajet plus court. Avec ton billet pour New York, on est qu'à 17%, alors que pour un Paris-Nice, c'est du 40%. Le reste des recettes, c'est tout ce qui sert au fonctionnement de la compagnie, comme les salaires, l'entretien, la maintenance, etc. Faut aussi payer tout le confort à bord. Le wifi pour 600 personnes, c'est pas donné. Ouais, enfin, la qualité est pas ouf, et c'est pas comme si je pouvais faire ce que je voulais, hein. J'arrive même pas à me connecter à Netflix. Parce que tu utilises pas CyberGhost VPN. C'est exactement ce qu'il te faut avant tout pour ton voyage. En contournant les géorestrictions, il peut facilement réduire le prix de ton billet de 5 à 25%. Et ça fonctionne partout. Tu le payes combien ton abonnement Netflix? 15 € par mois? Pourquoi? Et bah en changeant ta localisation pour l'Égypte ou la Tunisie, c'est moins de 5 €. Non, mais je connais l'arnaque. Si c'est juste pour regarder les films locaux et pas trouver ce que je veux, bah, c'est pas la peine, hein. Mais non, tu changes à nouveau et ça débloque jusqu'à 40% en plus. Ça se fait en un clic et ça marche avec plus d'une quarantaine de sites de streaming. Spotify, YouTube Music, Disney+, même les courses auto en Belgique gratuitement. Cerise sur le gâteau, ils scriptent tes données. Tu peux te balader en toute sécurité sur les wifi publics, que ce soit dans l'avion ou l'aéroport, t'es à l'abri des mauvaises surprises. En plus, en ce moment, ils ont une super promo, moins 83% de réduction avec 4 mois gratuits, ça revient à seulement 2 € pour protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Plus de 38 millions de personnes ont déjà été convaincues. Le lien est en description si vous ne voulez pas laisser passer l'occasion. Mais avant d'embarquer dans notre avion, on va devoir passer par la zone duty free. Une zone sans TVA, ça veut dire que tout est moins cher? Eh ben, pas du tout. Pas de TVA, oui, mais des prix gonflés. Faut bien rembourser la location horriblement chère, hein. Ils profitent du monopole. Des gars se sont penchés sur la question. Les confiseries, les souvenirs sont souvent beaucoup plus chers. Pour l'alcool, ça dépend. Et le parfum, ça vaut souvent le coup. 95 € en duty free à Paris contre 115 en parfumerie. Les prix peuvent aussi changer d'un aéroport à l'autre. À JFK New York, le whisky est moins cher. À Moscou, c'est le tabac. Budapest pour le chocolat, etc., etc. De quoi te faire un giga shopping à travers le monde. Mais attention, vérifie bien les limitations de ton pays d'arrivée pour ne pas payer à la douane. Par exemple, c'est maximum 10 litres par personne pour de l'alcool fort en France, si tu viens d'un pays de l'Union Européenne. Sinon, c'est encore différent. Et il y a aussi des interdictions. T'as pas le droit de ramener certains fromages français aux États-Unis, la mimolette par exemple. Oui, si tu le dis. Ça? Non, mais je me suis fait plaisir. En plus, on m'a confisqué ma bouteille d'eau à la fouille des bagages. Tu sais, le truc bien chiant des liquides et aérosols de 100 ml max. Et dans un sac plastique d'une contenance d'1 litre, s'il vous plaît. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas, c'est parce que des terroristes ont menacé des avions à l'aide de mélanges explosifs liquides. Genre Richard Red et sa chaussure piégée. Moi, je me suis pas embêté, j'ai tout mis en soute. Le reste, c'est assez évident, hein. Pas d'objets dangereux, de trucs inflammables, etc. Mais ça empêche pas certains de tenter le coup, hein. Des munitions dans des peluches, des boules à neige, des menottes en fourrure, un crâne
crâne et des dents humaines. J'ai même vu que l'acteur de Chewbacca avait été arrêté par la sécu à cause de sa canne en forme de sabre laser. Il avait dû montrer sur Twitter des photos de la convention d'où il revenait pour prouver que c'était pas une arme. En Corée du Sud, une femme avait gardé une bouteille dans son sac à main. Normal, la sécu lui dit de soit la boire, soit l'acheter. Elle la boit, mais garde le liquide en bouche. Elle l'avale pas et essaie de passer. Les agents lui tendent alors un seau, et là, elle recrache 10 têtards vivants. Un ami lui avait offert, et elle voulait pas s'en débarrasser. Il y a même l'histoire d'un crocodile qui s'est échappé de son sac une fois en vol, l'avion s'est écrasé et a tué tout le monde, sauf un passager. Oh regarde, ils viennent d'annoncer. Oh non, notre vol est demain matin. On va devoir prendre une chambre à l'hôtel. Bah forcément, on peut attendre ici. Oui, généralement, il n'y a pas de vols commerciaux entre 23h et 6h du matin, pour des raisons de nuisance sonore, mais certains grands aéroports restent ouverts 24h sur 24. Faut juste un billet pour pouvoir accéder aux terminaux. C'est le cas à Paris-Charles de Gaulle, où tu peux te taper un petit dodo tranquille entre deux correspondances. Mais si t'as pas sommeil, on peut explorer aussi. Il y a plein de zones secrètes dans les aéroports. Genre les stars, elles atterrissent où? Parce qu'ils se déplacent souvent, mais bizarrement, il n'y a plus d'attroupement pour demander un autographe à la porte d'embarquement. Et ben ils ont leur propre espace VIP. À l'aéroport de Heathrow, à Londres, ils peuvent avoir une suite avec chauffeurs qui vont les chercher chez eux, un majordome, un chef cuistot et même une galerie d'art. Alors l'adhésion coûte hyper cher, 7700 € pour 3 personnes, autant te dire qu'on joue pas encore dans cette catégorie chez Trash. Mais il y a des zones pas très connues dans les aéroports, genre des salles de cinéma, des salles de yoga, des galeries d'art, des salles de prière, et qui dit salle de prière dit aumônier. Et c'est même pas le métier le plus fou que t'as dans un aéroport. Il y a aussi les effaroucheurs, chargés d'éloigner les animaux de la piste. Oui, parce qu'il y a une vraie biodiversité autour des aéroports. À Orly, il y a Foxtrot, un renard qui est devenu la mascotte. Il y a les oiseaux aussi, bien sûr, des petits rongeurs, des abeilles, et ça peut mettre un sacré bazar. À Calcutta, en 2 jours, elles ont retardé 2 avions. Des essaims recouvrent un hublot et les portes des compartiments de bagages. Les pompiers ont dû les éloigner à la lance incendie. D'autres aéroports ont toute une équipe d'apiculteurs et vendent leur propre miel. En population secrète des aéroports, il y a aussi les sans-abri qui y dorment. Il y a eu un documentaire YouTube il y a quelques mois, mais le phénomène n'est pas nouveau. Le plus célèbre, c'est lui, Sir Alfred Mehran, un réfugié politique iranien qui a passé plus de 30 ans dans l'aéroport Charles de Gaulle, même s'il a perçu de l'argent après que Spielberg ait acheté son histoire pour réaliser le film Terminal. C'est quoi la meilleure place dans l'avion ? Bah on n'y aura jamais accès, c'est une zone cachée que tu verras jamais. Et non, c'est pas la cabine de pilotage. Apparemment, ça se trouve juste au-dessus, et c'est le dortoir de l'équipage. Bah oui, sur des longs courriers, ils ont le droit à des heures de pause pour se reposer. Les pilotes aussi, mais ils ont leur espace à part. Moi j'avoue, le confort, je m'en moque. Ce que je veux, c'est le siège le plus sûr. On avait déjà cité une étude du Times dans cette vidéo. Selon les survivants de différents accidents d'aviation mortels, les sièges les plus sûrs se situent à l'arrière de l'appareil et sur les rangées du milieu. Mais cette année, un drame donne tort à ces stats. Le 12 juin, peu après son décollage, le vol Air India 171 s'écrase sur une école de médecine. L'équipage et tous les passagers meurent dans le crash, sauf un miraculé, assis au siège 11A à l'avant de l'appareil, côté hublot. Il était juste à côté des sorties de secours, donc il a pu descendre direct. Mais c'était aussi l'endroit où était stocké le carburant qui aurait pu exploser. Donc, tu peux prendre les places sorties de secours. En plus, il y a de l'espace pour les jambes. Mais l'équipage peut te solliciter justement en cas d'urgence pour que tu ouvres la porte. Et puis franchement, ta survie dans un crash dépend de tellement de critères qu'aucun siège est 100% sûr. Bon, si du coup c'est pas une science exacte, autant aller en première. En plus, il y en a des secrètes hyper luxueuses. Placard, canapé, écran plat, tout confort. Il y en a même où tu peux te doucher. Une compagnie d'Abu Dhabi propose carrément un mini appartement, 12 mètres carrés, un petit lit double, c'est mieux que mon studio parisien. Non, ça vend trop du rêve, faut se faire surclasser. Le truc c'est qu'aujourd'hui, avec les programmes de fidélité et les options de surclassement payantes, faut pas espérer obtenir un meilleur siège par l'opération du Saint-Esprit. Faut demander, si possible au dernier moment, aux enregistrements ou à l'embarquement, quand ils sauront à peu près qui s'est finalement désisté. Mais le mieux, c'est d'être parmi les derniers à monter dans l'avion, avec un siège tout au fond. Déjà pour traverser l'appareil, et puis voir s'il y en a un de libre mieux placé. Être bien habillé, ça peut aider, mais pas dans le sens costume bien formel, bien cher, plus dans le sens de mets pas en short et tongs. Après, ça peut arriver que tu sois aussi surclassé en cas de surbooking. Qu'est-ce que c'est ? En gros, la compagnie vend plus de billets qu'il n'y a de sièges dans l'avion. C'est parfaitement légal pour anticiper les désistements de dernière minute. Donc tu peux avoir un billet, t'être enregistré, te présenter à la porte d'embarquement et pas pouvoir monter parce qu'il n'y a plus de place. Si t'es volontaire pour céder ta place, la compagnie est tenue de t'indemniser, te trouver un siège sur un autre vol, te loger, te filer une collation, etc. Si tu la joues bien, ils peuvent t'offrir plein d'autres trucs pour se faire pardonner. Ton comportement, ça joue de ouf en avion. Des compagnies peuvent aussi te refuser à bord. Elles ont des listes noires de passagers indésirables ou PAXI.
Bagarres, cigarettes, ivresse, blagues de mauvais goût sur un crash hypothétique, fellation, tentative de détournement de l'aéronef. Aux États-Unis, il y a autant de terroristes inscrits sur cette liste que de personnalités. Par exemple, Nelson Mandela. Ça datait de l'époque de l'apartheid, et il y est resté longtemps, jusqu'en 2008. Il a fallu que le Sénat américain vote une loi pour le retirer. À l'époque, 1 million de noms étaient inscrits sur la liste antiterroriste du pays. Pourquoi la nourriture est aussi fade en avion? Bah en fait, pas du tout. Au contraire, si tu goûtais les mêmes plats mais au sol, tu le trouverais hyper fort en goût. Le jus de tomate par exemple, bien meilleur en avion. C'est pour ça qu'il y en a toujours en vente. Tes plateaux sont préparés exprès pour être dégustés dans les airs. Ici, tes sens sont altérés. Ton goût, tu perds environ 20% de la sensation salée ou sucrée. Ton odorat, le bruit ambiant fait que tu perçois moins les odeurs. Il y a l'air sec aussi. Les cuistots travaillent donc des aliments avec une forte teneur en eau. Ils évitent tout ce qui est cru, qui peut moisir, gonfler ou changer de couleur. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, les alpinistes aussi. Le phénomène porte un nom, le champagne blues. Une fois arrivés au sommet, ils ouvrent une bouteille pour fêter ça, sauf qu'elle n'a plus le même goût. Je me demande si c'est la même chose en éco et en première d'ailleurs. Parce que oui, les menus et les choix proposés changent en fonction de ton siège. Selon la longueur de ton vol et de ta compagnie, tu peux même avoir plusieurs collations. Et fun fact, le pilote et le copilote mangent chacun un menu différent, pour éviter l'intoxication alimentaire. D'ailleurs, Meili, puisqu'on en parle, tu sais comment sont évacués ton pipi et ton caca dans les toilettes de l'avion? Non mais Saito, pas pendant que je mange. Non mais il faut bien aborder la question, Moi, petit, je croyais que c'était tout de suite rejeté dans les airs et que ça se désintégrait avant d'atteindre le sol. Mais en fait, pas du tout. Quand tu tires la chasse d'eau, tout est aspiré à une vitesse de 350 km/h. D'où le bruit. Puis, c'est stocké dans un grand réservoir juste sous l'avion. Une fois sur le tarmac, tout est vidangé. Pitié, tais-toi. Il paraît même qu'il y a eu des accidents, genre des fuites avec des gros blocs d'urine congelés et bleus, à cause du produit, qui sont tombés et ont failli atterrir sur la tête de quelqu'un. Un gars en a vu un chuter juste devant lui et décapiter un sapin. Mais ça suffit, on peut parler d'autre chose, non? Genre par exemple, tiens, est-ce que c'est vrai que si tu nais dans l'avion, t'as des billets à vie? C'est un mythe de fou ça aussi. Eh ben, c'est faux. Enfin, ça dépend des compagnies aériennes. Air France offre un cadeau, comme une bonne bouteille, mais Egyptair aurait, eux, bien offert des billets à vie à un bébé né en septembre 2022. C'est assez rare, 74 naissances entre 1928 et 2018. Et l'autre question qu'on se pose souvent, c'est, du coup, ces bébés, ils ont quelle nationalité? Alors, dans la majeure partie des cas, le droit du sang s'applique et ça dépend donc de celle des parents. Mais si c'était le droit du sol, comment on fait? Est-ce qu'on prend en compte l'aéroport d'arrivée, de départ, de où on se trouve à ce moment-là? En fait, faut savoir qu'un avion est considéré comme une extension du territoire du pays où la compagnie est enregistrée. Donc si tu nais chez Delta, t'as en plus la nationalité américaine. Par contre, ça se complique à l'état civil pour le lieu de naissance. En France, il n'y a pas d'option administrative pour né en vol, contrairement au cas de naissance en mer par exemple. Techniquement, l'équipage est censé noter la date et le lieu de l'accouchement, c'est au moins classe sur le passeport. Et si, à l'inverse, tu meurs en plein vol? Ça doit arriver souvent, non? Alors, pas d'atterrissage en urgence. S'il y a un médecin à bord, il peut constater le décès, mais dans tous les cas, l'avion va finir le trajet avec un cadavre. Il y a le cas d'un couple sur le vol Australie-Qatar qui est resté assis à côté d'une femme fraîchement décédée pendant 4 heures. Tu trouves ça glauque? Mais ces corps, faut bien les rapatrier chez eux, Du coup, les avions peuvent aussi transporter les cercueils. Saito, il y a genre des turbulences là. Je déteste ça moi. Je sais très bien ce que tu vas me dire. Si tu restes bien attaché, tu risques rien. Et si t'as le mal de l'air, tu peux prendre un siège au niveau des ailes. Mais il y a des zones qui sont plus dangereuses que d'autres, notamment autour des montagnes. 1966, aux abords du mont Fuji, un Boeing 707 crash, la queue déchiquetée par des turbulences, il n'y a eu aucun survivant. Tu me diras, c'est vieux, les avions sont faits pour résister à ce genre de remous d'air. Ok, et ce vol Londres-Singapour l'année dernière, 30 blessés et un mort. Si t'as vraiment si peur que ça en avion, préviens l'équipage. C'est aussi leur métier de s'assurer que ton voyage se passe dans les meilleures conditions. Mais si t'as peur qu'on se crache, je te rassure, un avion est conçu pour continuer de voler, même avec un réacteur en panne. Tout ce dont ils ont besoin, techniquement et de façon vulgaire, c'est de la vitesse, 2 ailes et de l'air qui s'engouffre dans les ailes. Donc, même si tous les réacteurs nous lâchaient, ils tomberaient pas en chute libre, ils continueraient juste de planer. Et là, c'est le job du pilote de trouver un endroit où nous poser. Tu vois le film Sully avec Tom Hanks? C'est inspiré d'une histoire vraie. Les 4 réacteurs de l'avion étaient out à cause des oiseaux. Les 2 pilotes ont réussi à poser l'appareil en plein milieu de la rivière Hudson, sans aucun mort ou blessé. Oui, mais crie pas victoire trop vite, parce qu'en 2024, la plupart des accidents ont lieu à l'atterrissage. C'est d'ailleurs l'année la plus meurtrière depuis 2018 avec 318 morts.
Ouais, mais en réalité, depuis plusieurs années, on observe une diminution des accidents. Entre 2018 et 2022, un accident pour 13,7 millions d'embarquements. En comparaison, entre 1968 et 1977, c'était 1 sur 350 000. T'as évidemment beaucoup plus de chances de mourir en voiture. Pourtant, plein de gens comme toi ont peur de l'avion. C'est parce que quand ils ont lieu, les accidents sont souvent hyper impressionnants. Cette année, il y a eu le vol Air India, mais aussi le crash du Jeju Air 2216, 2 survivants sur les 181 à bord. Le pire accident d'avion de la Corée du Sud, mais aussi le tout premier de la compagnie depuis sa création en 2005. Et c'est sans parler des accidents historiques qui ont marqué notre imaginaire, comme 2001 ou le Malaysia Airlines, disparu en plein vol. Mais en aviation, chaque accident est étudié pour s'assurer qu'il ne se reproduise jamais. L'inspection des bagages et des passagers a été renforcée depuis plus de 20 ans. On peut plus accéder à la cabine de pilotage qui est fermée selon un protocole précis, et les avions sont suivis en temps réel. Tout ça, ça paraît évident aujourd'hui, mais c'était pas forcément le cas il y a des années. Oui, mais si la sécurité s'améliore, certaines choses se dégradent. Avec la montée des compagnies low cost, de plus en plus de services deviennent payants. Les bagages, le choix des sièges, les collations, les coupes budgétaires pèsent aussi sur les employés. Plusieurs enquêtes ont révélé que les hôtesses et les stewards des compagnies low cost devaient par exemple payer leur propre uniforme, voire leur propre bouteille d'eau. Même Air France teste des options payantes sur des repas depuis le début de l'année. Pourtant, elle est 8ème meilleure compagnie aérienne de 2025, selon le World Airline Awards. Le top 1 c'est Qatar Airways, selon l'avis des passagers, la numéro 2 Singapore Airlines, et c'est aussi elle qui a la meilleure première classe. Si vous n'avez pas le budget, la meilleure classe éco, Cathay Pacific Airways. Voilà, maintenant vous avez tous nos conseils pour votre prochain voyage en avion, mais peut-être que vous aussi vous avez vos propres conseils ou tips à donner, donc dites-nous tout en commentaire. Pour atteindre le top, il manque juste CyberGhost VPN pour éviter tout piratage à bord. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc ils auraient rien à perdre. Faudrait leur envoyer notre lien en description.